Bienvenue sur ma chaîne d'analyse où j'analyse d'autres histoires pour mieux écrire les miennes. Basé sur les sagas de l'auteur George R.R. Martin, Game of Thrones s'est imposé comme un mastodonte, autant littéraire qu'au petit écran. Ce ne sont pas moins de 30 millions de fans à travers le monde, 85 millions de livres vendus. Cette saga se démarque non seulement par la finesse de ses personnages, que par la grande richesse de son intrigue et de son univers. Du coup, j'en viens à me demander comment est-ce que George en a eu l'idée. Lorsque j'ai commencé à écrire, j'étais à la recherche de la bonne idée, de l'idée qui ferait que je me différencie de tous les autres auteurs. Pour ça, j'ai suivi énormément de conseils que j'ai pu trouver sur Internet ou même dans certains livres. Il y en a qui disaient que lorsqu'une idée est cliché, eh bien, il faut tout simplement changer d'idée. J'ai également suivi le conseil qui dit que la première idée est toujours cliché, la deuxième également est de se concentrer sur la troisième idée. Sauf que force était de constater que ça ne fonctionnait pas pour moi. Lorsque je passais d'une idée à une autre, un peu comme une réflexion en saut de lapin, je me retrouvais avec 3 idées clichés. Sur ma chaîne, je vais très souvent partir d'idées reçues ou de ras-le-bol pour développer mes théories. Pour celle-ci, je vous ai déjà énoncé les idées que j'ai choisies. Ces 2 idées ont longtemps bercé mon écriture, mais le vrai travail pour moi a commencé une fois que j'ai compris pourquoi les prendre au pied de la lettre n'était pas bon pour mon imagination. Car si je les applique à la lettre et que j'ai une première idée, par exemple, un homme tombe amoureux d'une femme, eh bien, je me rends compte que c'est un archétype d'histoire très utilisé et donc cliché. Mais à bien les regarder, je me dis que c'est parce que mon idée est trop généraliste qu'elle n'est pas viable pour ce premier exemple. Donc je passe à mon idée numéro 2 qui sera, je pense, beaucoup plus détaillée. Une princesse se fait enlever par un mafieux. C'est une idée plus précise, mais elle se retrouve très souvent dans des œuvres modernes, pas forcément avec une princesse, mais les scénarios d'enlèvement de type Taken ont eu le vent en poupe pendant plusieurs années et je n'ai pas envie de me retrouver avec un remake façon romancée. Donc je change de registre pour trouver une troisième idée. Et selon le conseil numéro 2, c'est censé être la bonne. Un lycéen découvre qu'il a de super pouvoirs. Cette idée, je crois, est la pire des 3 et ce n'est pas parce que j'ai créé cette vidéo qu'il faut penser que j'ai fait exprès. J'ai vraiment joué le jeu avec une feuille de papier et tout et je suis tombée sur ces 3 idées plus clichés les unes que les autres. Pour des raisons différentes certes, mais ce sont quand même 3 idées clichés. Donc selon moi, ces 2 conseils ne s'appliquent pas systématiquement. Il ne suffit pas de changer d'idée pour réussir à créer une histoire qui va se différencier. Et la troisième idée n'est pas moins cliché que les autres. Pourtant, ces 2 conseils ne sont pas totalement inutiles. Ils mettent sur la voie d'une méthode viable pour trouver de bonnes idées et c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo en analysant Game of Thrones. Ce qui m'a sauvée, c'est d'observer les histoires que j'adore. Toutes les histoires qui sortent de l'ordinaire pour moi et qui se différencient des autres œuvres. C'est la raison pour laquelle analyser Game of Thrones va nous permettre de sauter, pour moi, la fausse idée qui dit qu'il faut passer d'idée en idée jusqu'à trouver la bonne. Game of Thrones nous raconte l'histoire de différentes personnes qui tentent d'accéder au trône de fer pour différentes raisons. Pour résumer les choses par ordre chronologique et non pas tel que George nous l'a présenté dans l'histoire, tout commence 17 ans avant le tome 1, lorsque Lyanna, la sœur de Ned Stark, fiancée à son ami Robert Baratheon, se fait enlever par Rhaegar. Rhaegar, qui n'est autre que le fils aîné du roi fou et donc le frère aîné de Daenerys et Viserys. Vivant le supposé enlèvement de Lyanna comme un véritable manque de respect, le père et le frère aîné de Ned, Rickard et Brandon, vont se rendre à Port-Réal pour demander au roi fou d'accepter de leur rendre Lyanna, mais surtout justice contre Rhaegar. Mais le roi va refuser leur requête, les accuser de trahison et tuer le père et le fils aîné des Stark.
Pour ceux qui connaissent les détails de cette histoire, c'est beaucoup plus sordide que ça. Et il y a tellement à dire que si je vous donne tous les détails, je vais dévier de l'objectif initial de cette vidéo. La suite logique de la trahison des Targaryens, eh bien c'est la guerre. Les maisons s'allient et la guerre fait rage. Et voyant que Robert gagne du terrain, le roi Aerys va faire s'enfuir sa femme enceinte et son fils vers Pendragon. Ensuite, il ordonne à ses alchimistes de placer des tonneaux de feu grégeois dans les sous-sols de la ville pour la faire exploser en cas de défaite. Pour l'en empêcher et sauver les habitants, Jaime Lannister va assassiner le roi. Et voilà comment les Lannister vont, entre autres, gagner la confiance du roi Robert avant son couronnement. Malheureusement, au même moment, Lyanna meurt en couche et Ned Stark découvre au dernier moment que sa sœur n'avait jamais été enlevée, mais qu'elle s'était bel et bien enfuie avec Rhaegar parce qu'ils s'aimaient. Leur amour leur a coûté la vie et a mis fin à 300 ans de règne targaryen. 17 ans plus tard, Robert, surnommé l'usurpateur, règne encore. Par dépit et pour sceller leur alliance, il s'est marié à Cersei Lannister, qui le déteste. Et pour cause, il n'arrête pas de la tromper. Elle le fait tuer pour faire couronner le fils illégitime qu'elle a eu avec son propre frère, Joffrey. De son côté, Daenerys et Viserys ont grandi. Viserys est donc le roi légitime et ses deux héritiers en fuite ne rêvent que d'une chose, récupérer le trône de fer et rentrer chez eux. Je veux retourner à la maison. Moi aussi. De tout ça, on peut facilement résumer les idées directrices. À la base de la base, l'idée qui est le point de naissance de toutes les autres, eh bien c'est l'histoire d'amour camouflée en kidnapping entre Lyanna et Rhaegar. Leur idylle déclenche une guerre avec énormément de conséquences. Cette histoire pourtant ne vous rappelle-t-elle rien ? C'est tiré directement de la mythologie grecque, de la guerre de Troie, où Hélène, mariée à un Sparte, Ménélas, est kidnappée par Paris, un roi troyen qui l'emmène à Troie. Ce kidnapping se révèle être en fait une histoire d'amour qui mène à une guerre sans merci entre les Grecs et les Troyens. Pour en revenir à Game of Thrones, suite à la bataille du Trident, bon nombre d'intrigues voient le jour. Celle de Jon Snow par exemple, dont les origines sont cachées pour sa sécurité. Évidemment, le roi Baratheon le tuerait s'il apprenait qu'il est le fruit de l'union entre Lyanna et Rhaegar. La rébellion de Robert reposait sur un mensonge. Par le père. Rhaegar n'avait pas enlevé ma tante, il ne l'avait pas violée. Il l'aimait. Quelle que soit la force avec laquelle on aime Jon Snow, son histoire est basée sur un cliché vu et revu de la fantasy, l'héritier caché. L'héritier caché est un cliché d'intrigue dans lequel notre personnage ne connaît pas ses véritables origines. Généralement, il est de lignée noble, puissante ou royale. Suite à la mort de ses parents, ou simplement pour maintenir la paix en cas de naissance jumelée, l'héritier est caché, enfermé ou protégé. Cet héritier est éduqué de façon à rester proche du peuple, contrairement au roi en place ou à son principal ennemi. Le nombre d'œuvres utilisant ce cliché ne se compte plus. Pourtant, ici encore, personne ne peut dire que Jon est un personnage cliché. Je crois que le talent de George a été de ne pas mettre l'intrigue de Jon en premier plan. Il y a tellement de complots et d'intrigues entremêlées dans Game of Thrones que le secret autour de Jon passait vraiment en second plan. Même le roi fou est un cliché du roi tyrannique, du roi cruel. Le régicide en est un également puisqu'il se fait trahir par son conseiller le plus proche. On comprend bien ici que George s'est servi de grands classiques de la littérature fantasy et pourtant personne ne peut dire que Game of Thrones c'est du déjà vu. S'il y a un cliché qu'il a bel et bien placé en premier plan, puisqu'il s'agit de l'intrigue centrale de la série, c'est le cliché de la crise de succession. En théorie, lorsque le roi meurt, son héritier
entre directement dans le poste vacant. Dans la pratique, la mort des rois est souvent l'occasion de grands drames et les prétendants rivaux, de sang royal ou pas, contestent la succession. Votre fils n'a aucun droit au trône. Menteur! La place sur le trône sera alors instable pendant plusieurs années. Et lorsque personne n'est capable de trancher, eh bien la chose se règle sur le champ de bataille. C'est strictement ce qui se passe dans Game of Thrones puisque la mort du roi Robert entraîne la guerre des 5 rois. Et une fois tout ce beau monde éliminé par assassinat, trahison ou sur le champ de bataille, les derniers guerriers en lice se révèlent être d'autres clichés. Nous avons déjà parlé de Jon Snow, mais même Daenerys est un cliché, celui de l'héritière en fuite. Celui-là, vous le connaissez bien puisqu'il a été utilisé dans Le Roi Lion. Pour la faire courte, le roi est mort, en général assassiné ou trahi, et son héritier, resté sans défense, finit par s'enfuir, trop faible pour défendre sa place sur le trône lorsque son père, le roi, a été destitué. Cet héritier s'est donc enfui et reviendra plus tard, plus fort, bien conscient de son rang, N'oublie pas qui tu es. déterminé à se venger et à récupérer son trône. Sachez que Game of Thrones présente tout plein de clichés du même genre, mais je ne peux pas tous vous les citer, sinon la vidéo va durer 2 heures. Et pourtant, la preuve en est, puisque la saga est parue, George n'a pas paniqué en se tenant la tête, horrifié à l'idée que son histoire soit déjà vue. Il n'a rien changé, n'a rien effacé, bien au contraire, il a fait de ce cliché le cœur même de son histoire. On comprend bien que George a créé une saga avec plus de 85 millions de livres à partir d'un cliché. Non pas en changeant d'idée, mais en travaillant le cliché, en s'en servant comme élément principal et surtout en réussissant à nous le faire oublier. Selon moi, l'art de George est d'avoir su commencer l'histoire au bon moment, de nous avoir concentrés non pas sur la mort du roi, qui n'aurait ému personne, mais sur les conséquences de sa mort, et surtout dans la vie de ses héritiers. Dès le premier épisode, nous rencontrons une Dany qui ne sourit jamais. Une femme à la beauté atypique et juvénile, à la merci de son frère, qui se plaît à la déshabiller, la toucher, l'humilier. Et George va encore plus loin, puisque Viserys va vendre le sang de son sang contre une armée de 10 000 hommes. Dans le livre, Dany n'avait que 13 ans quand elle s'est mariée au Khal Drogo. Et les Dothraki ont des coutumes de sauvages. Viserys vient de donner sa sœur en pâture pour servir ses intérêts. Je laisserai la totalité de sa tribu te baiser. L'ensemble de ses 40 000 hommes et leurs chevaux aussi, s'il fallait en passer par là. On voit donc Dany dépérir, déprimer, souffrir et finalement s'adapter, relever la tête fièrement parce qu'elle est forte et résiliente. Si bien que lorsque le Khal meurt des mains de la sorcière que Dany avait sauvée, on est désespéré avec elle, jusqu'à ce qu'on la voie se relever et nous prouver de nouveau sa force. Au même moment, Cersei trahit le roi et met Joffrey à la tête des 7 royaumes. Joffrey qui, je vous le rappelle, fait tomber la tête de Ned Stark, qu'on pensait être le personnage principal de Game of Thrones. Apportez-moi sa tête! En nous montrant la mort de Ned et l'ascension de Dany quasiment en même temps, on nous a fait espérer que le cliché de l'héritier en fuite qui revient venger la mort de ses parents et récupérer son trône s'accomplisse. George a réussi le coup de maître de nous faire espérer qu'un cliché s'accomplisse. Et ça en fait pour moi un mentor incontesté. En zoomant sur l'exil de Daenerys, sur les conséquences de la mort de son père dans sa vie, Daenerys a carrément été vendue par son frère et limite violée
par son mari, tout ça en échange d'une armée pour que son frère puisse retrouver le trône de fer. Et ça, en zoomant sur cette souffrance et tout ce que Daenerys a dû subir, et surtout sur la façon dont elle s'est relevée, dont elle est devenue la reine des dragons, eh bien tout ça nous a attachés à Daenerys plus que n'importe quoi. On nous l'aurait raconté, ça n'aurait jamais eu le même impact. George a décidé de nous focaliser sur la souffrance de Daenerys et surtout sur sa résilience. Ça nous a permis de nous attacher au personnage et surtout de comprendre pourquoi il était important qu'elle reprenne son trône. Si George nous avait montré le roi fou à l'œuvre avant de nous montrer le cauchemar de Daenerys, ça n'aurait jamais eu le même impact. Le fait de nous montrer la souffrance de tous les personnages, leur évolution et pas seulement ceux des gentils, toujours dans un timing millimétré, ça nous a poussé à nous attacher à eux ou à les détester. A fortiori avec Daenerys, car après nous avoir enlevé tous les personnages dans lesquels on croyait et nous avoir montré toute l'étendue de la cruauté de Cersei et de tous les autres méchants, George nous a fait espérer en Dany, espérer qu'elle gagne, espérer qu'elle revienne se venger, espérer la chute de Cersei. Tout ça pour dire que George a choisi les scènes qu'il nous a montrées. Et tout ça nous a permis d'oublier qu'il s'agissait d'un cliché. George a choisi de se focaliser sur le vécu de Daenerys, sur les conséquences de la mort de son père et de son exil. Et c'est ce qui a fait qu'on en oublie que Daenerys est un cliché. Et c'est en analysant des histoires comme Game of Thrones qui partent d'une idée cliché qui m'a fait comprendre qu'en fait, le cliché, c'était pas l'ennemi. Que partir d'une idée cliché, eh bien, c'était normal. Et surtout, il ne me fallait pas changer d'idée. Le secret de George et la clé qu'il nous transmet, c'est que l'idée n'est pas la clé de voûte d'une bonne histoire. La clé de voûte, c'est ce que vous faites de cette idée. C'est le concept. C'est la façon dont vous allez travailler cette idée. Ici, on passe d'une idée de départ très cliché où Daenerys, l'héritière, s'enfuit, s'exile suite à la mort de son père. Et on en arrive à une idée beaucoup plus profonde qui devient du coup un concept beaucoup plus travaillé où Daenerys, cette héritière, suite à la mort de son père, est forcée à l'exil, sera vendue à une armée de sauvageons pour pouvoir permettre à son frère de récupérer le trône de fer. On va être plongé dans sa vie, on la voit souffrir, on la voit galérer, on la voit rencontrer tout un tas d'obstacles et puis se relever, et puis s'adapter, et puis grandir. Et tout ça, ça nous a permis de nous attacher à Daenerys et à sa quête de reconquête de son trône. Voilà qui vient remettre en question nos conseils du début, qui nous disent que si une idée est cliché, eh bien il faut en changer. C'est complètement faux et Game of Thrones en est la preuve. Et durant notre test, rappelez-vous, passer d'idée en idée n'a vraiment rien donné de bon. L'idée de base est souvent cliché et c'est normal. Ça, il faut l'accepter. Ça ne veut pas dire que je suis un mauvais auteur, mais que la première idée est forcément banale, classique, puisqu'elle n'est pas encore travaillée. Le second conseil, par contre, est encore valable pour moi, tant qu'il n'est pas pris au pied de la lettre. Il s'agit là plutôt d'une méthode. Non pas pour trouver 3 idées distinctes, mais pour travailler une seule et même idée 3 fois. Vous allez comprendre. La méthode revient à travailler une seule idée à la fois. Par exemple, si je ne garde que la première idée, si je la travaille suffisamment, je finirai par tomber sur quelque chose d'intéressant. Un homme aime une femme, c'est bien trop cliché. Une femme aime un autre homme, c'est pareil. Mais une femme aime une autre femme, eh bien, je crois qu'on commence à toucher au but. Les histoires d'amour entre femmes sont des sujets très peu abordés en littérature. Je trouve beaucoup plus d'œuvres parlant d'homosexualité masculine que féminine. Il peut être intéressant de travailler notre romance en ce sens. Bien sûr, vous pouvez commencer ici et avoir directement cette idée sans passer par le processus dont je vous ai parlé. Il faudra tout de même continuer à travailler cette idée plusieurs fois pour que votre nouveau bébé n'ait pas des allures de romance hétéro en faveur des gays. La méthode que je vous décris n'a pas de limite, c'est juste une façon de faire. Cela ne veut pas dire que les 2 autres idées que je vous ai proposées tout à l'heure sont à jeter, bien au contraire, elles peuvent nous permettre de complexifier notre histoire. Pourquoi pas en combinant les 3 idées pour n'en faire qu'une.
Cela pourrait donner qu'une criminelle tombe amoureuse d'une princesse après l'avoir enlevée en découvrant qu'elle possède des super pouvoirs. Il n'y a pas de limite à la création. Le principal à comprendre ici, c'est qu'il ne faut pas rejeter une idée sous prétexte qu'elle est cliché. On peut très bien partir d'une idée complètement bateau et arriver à une idée complexe si on sait comment travailler son idée, si on sait comment passer d'une idée cliché à une idée travaillée. Ça ne veut pas dire que le cliché n'y sera plus, ça veut juste dire qu'on aura réussi à enrober ce cliché pour qu'il se fonde dans l'histoire et qu'on ne se rende pas compte qu'il s'agit d'un cliché puisqu'il est tellement travaillé qu'il prend corps et qu'on sait qu'il s'agit d'un archétype classique, mais pourtant l'histoire est suffisamment intéressante pour qu'on lise et qu'on se dise « Oh bordel, en fait, c'est complètement différent de ce que j'ai pu lire jusque-là ». C'est ça qui fait pour moi une bonne idée. Ce n'est pas le fait de tomber par hasard sur l'idée du siècle, de se faire foudroyer par le dieu de l'imagination et que sais-je encore. Une bonne idée ne se trouve pas, elle se crée. Je vous le rappelle, Game of Thrones, c'est 30 millions de fans, 85 millions de livres vendus, une adaptation en série. Et cette série a rendu fan plus de 30 millions de personnes. Donc, c'est juste énorme, surtout lorsqu'on se dit qu'il est parti d'une idée peu originale, d'une idée cliché, classique, et qu'il en a fait quelque chose de complexe. Ce n'est pas l'idée qui lui a permis d'écrire une histoire différente, c'est la construction de cette histoire. C'est la façon dont il a joué avec le lecteur pour le surprendre. C'est la façon dont il a choisi de montrer certaines informations et d'en taire d'autres. C'est la façon dont il a présenté les personnages. C'est la façon dont il a raconté son histoire. Ce n'est pas l'idée qui compte, c'est ce qu'on en fait. Tout ça pour vous dire de ne pas avoir peur d'écrire une histoire à partir d'un cliché. Le cliché n'est pas l'ennemi. L'ennemi, c'est d'utiliser le cliché tel quel, sans la creuser, sans chercher comment se différencier des autres, sans essayer de comprendre comment écrire une histoire impactante, profonde, complexe. Toutes ces choses-là vont vous permettre de systématiquement vous différencier des autres, même si vous n'avez aucune culture générale du cliché, en apprenant à créer vos histoires en profondeur, à étayer vos idées, à les travailler et donc à vous créer une histoire unique, eh bien n'importe quelle idée est la bonne. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à la liker, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si ce type de vidéo d'analyse t'intéresse, si tu souhaites aller plus loin concernant les clichés, eh bien je t'invite à télécharger mon podcast qui te donne 7 clés pour renverser les clichés de ton histoire. Bien sûr, ce podcast est complètement gratuit, accessible à tout le monde et il te suffira de cliquer sur le lien pour recevoir ton podcast gratuit. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te dire à très vite pour une autre vidéo.